pareil. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et conçu en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Et Il y a plus de 7000 Mao en utilisation tout autour du monde, dans les universités et laboratoires. Les 4 microphones situés autour de ma tête me permettent de détecter l'origine des sons aux alentours. Autant que j'y pense, il y a 4 capteurs de pression sous chacun de mes pieds. Combinés avec ma centrale inertielle, ils m'aident à garder mon équilibre. Je peux utiliser un ensemble de LED pour exprimer diverses émotions et interagir avec vous. Quant à vous, vous pouvez utiliser les capteurs tactiles situés sur ma tête, par exemple, pour me faire passer des informations. Bon, je pense que ça suffit pour le moment. Merci pour votre attention. on fait des robots avec lesquels on parle et avec lesquels on interagit. Le but de nos robots, c'est simplement d'accompagner les humains, c'est d'être nos meilleurs amis. Alors après, on a des robots qui ont des tailles différentes, qui ont été créés peut-être pour des raisons, on va dire, légèrement différentes, mais le but reste le même, c'est celui d'interagir avec les humains. En fait, vous allez retrouver les robots dans plein d'applications différentes, plein d'utilisations différentes. On voit beaucoup Nao en ce moment aux informations. Peut-être que vous avez déjà regardé l'émission Salut les terriens de Thierry Ardisson et vous avez vu parmi l'équipe des animateurs un robot qui s'appelle Jean-Mi. En fait, c'est un Nao qui a rejoint l'équipe des animateurs depuis septembre l'année dernière. Donc, il leur a fait toute l'année avec l'équipe de Thierry Ardisson. Donc, on a un robot animateur. C'est le robot Nao avec lequel on joue, mais le robot aussi avec lequel on apprend. Aujourd'hui, le plus grand marché pour Nao, c'est les écoles, les grandes écoles, les étudiants qui travaillent avec Nao, aussi bien pour la programmation, pour l'apprentissage de tout ce qui va toucher à la robotique et à la mécatronique. Sur la vidéo que vous avez sur la télé qui est juste derrière, vous verrez pas mal de projets qui ont été faits avec Nao et vous avez le projet, je crois que c'est Epitech qui a fait un projet avec une voiture pour Nao, donc Nao pilote la voiture, donc c'est tout un projet étudiant. C'est vraiment un outil et un support de travail aujourd'hui. Les plus grands apprennent et travaillent sur Nao, les plus petits jouent et font les activités qui sont conçues pour les aider. On a même des programmes dédiés pour les enfants, comme par exemple, là vous voyez un enfant autiste qui interagit avec Nao. On s'est rendu compte en fait, du pouvoir du robot sur les petits. Vous savez, les enfants autistes, ils ont énormément de mal à aller vers les autres, à aller vers les humains, parce qu'ils ont très peur de tout ce qui va être émotionnel, toutes les expressions faciales. C'est beaucoup plus facile pour eux de jouer et de parler avec un robot qu'avec un humain. Donc on se sert du robot qui a des caractéristiques humaines, de par sa forme humanoïde fait que c'est un petit peu comme nous. D'ailleurs, vous voyez Nao, quand il se présente, il bouge les bras, il utilise tout le langage corporel comme les humains, donc ça nous parle, mais en même temps, c'est moins effrayant. Donc, on a un programme dédié pour les enfants autistes, pour les aider à ce niveau-là. Aujourd'hui, Nao, on le retrouve aussi dans les maisons de retraite. Le robot anime des séances de yoga, va donner des renseignements. Ce qui est super avec les robots, c'est qu'ils peuvent répéter 50 fois la même chose sans jamais montrer le moindre signe d'exaspération. Ils ne s'impatientent jamais. Ils vont pouvoir toujours répéter la même chose sur le même ton. Et du coup, c'est plus sympa. Le robot ne remplace pas l'humain. Donc le robot va être en accompagnement du professeur
coach du professeur de yoga. Donc en fait, le robot est en train de faire des mouvements et de passer la musique. Et puis ça permet justement au coach d'accompagner les personnes et d'aider à rectifier les postures. Pareil avec les enfants autistes. Et d'ailleurs tous les enfants. On ne laisse jamais le robot tout seul avec les enfants. C'est toujours en accompagnement. Les deux vont faire la même chose, les deux interagissent, les deux se programment de la même manière et du coup les deux vont pouvoir faire la même chose. Maintenant, c'est évident qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Il y en a un qui a 2 jambes, un qui a des roues. Du coup, on ne va pas les utiliser de la même manière parce qu'ils ont une taille différente et du coup ils vont être amenés à faire des choses différentes. Lancali a créé tout un spectacle qui s'appelle Robot, avec des robots musiciens et des Nao danseurs, avec de vrais danseurs. Donc du coup, on utilise aussi le robot pour tout ce qui va être artistique. C'est pas forcément un côté utilitaire. La base, c'est l'interaction. Après, on va pouvoir le décliner de plein de manières différentes, comme là par exemple, qui illustre Pepper, puisque vous aviez pas mal de questions déjà sur Pepper, mais pourquoi elle ne parle pas. Le robot, en fait, ce robot-là, il a été commandé par une société japonaise qui voulait un robot dans ses magasins de téléphonie mobile pour accueillir ses clients, pour les renseigner, pour les divertir aussi. Alors, c'est pas pour remplacer les vendeurs, parce que le robot il est bien incapable de remplacer un vendeur, mais simplement donner une information, attirer aussi les gens. C'est aussi pour ça que Pepper elle est si grande par rapport à Nao. Sur le cahier des charges, c'était on voudrait un robot qui soit quand même assez grand, qui puisse avoir une fluidité, une mobilité différente de celle de Nao. Le robot, en fait, on protège d'abord l'humain. Ensuite, si le robot il est menacé, il doit se protéger. Mais s'il doit choisir en fait, entre l'humain et lui, c'est l'humain qui passe d'abord. Ça, c'est les lois de la robotique qui ont été inventées par un écrivain qui s'appelle Isaac Asimov, et qui a... D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le mot robotique. Et c'était dans les années plus 60, même plus encore, dans les années 40, 50. Au 40. Tout début. Je ne saurais pas vous dire précisément. C'était vraiment les prémices et c'était futuristique. Aujourd'hui, on va dire qu'on est un petit peu dans le futur. Alors les lois de la robotique, ça s'applique, oui et non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nos robots ne font que ce qu'on les programme à faire. Et donc du coup, il y a forcément un humain derrière. La démarche d'Aldebaran, c'est un robot qui est positif, qui est bienveillant, qui va toujours tout faire pour nous aider. Maintenant, il faut bien se dire la chose, c'est que les robots sans les humains, ils ne font rien. Ils ne sont pas dotés de pouvoir et d'intelligence artificielle dans le sens où il suffit que le robot nous regarde et ensuite il va pouvoir faire des choses et puis décider par lui-même des choses. Tout ce que vous voyez est programmé. Donc tout comportement et toute interaction aura été programmé à la base. L'intention dans la programmation reste une intention positive. En ça, on peut dire que les lois de la robotique sont respectées puisqu'on n'est pas en train de programmer des robots pour attaquer les humains. Chez Aldebaran, on a 3 robots. Nao Pepper, dont je viens de vous parler, et puis Roméo, qui est en fait un robot qu'on ne présente pas à l'atelier, tout simplement parce que c'est une plateforme de recherche et développement. C'est un robot qui nous sert à créer de nouvelles technologies. C'est un robot qui fait 1m46, qui a 2 jambes, et donc vu sa taille, eh bien, c'est très compliqué de le faire marcher. Et aujourd'hui, il est encore en train d'apprendre à marcher. C'est un robot qui se destine vraiment à l'aide à la personne. La forme humanoïde, elle permet de véhiculer des informations, de véhiculer des émotions, et donc d'avoir de super interactions avec nos robots. Le but, c'est qu'on ait des robots, quand on rentre à la maison, des robots qu'on a envie de voir, avec lesquels on a envie de parler, plutôt que d'avoir des formes un petit peu différentes, comme on peut voir aujourd'hui. Il y a des choses qui sont très mignonnes et puis d'autres qui sont nettement moins sympas. Donc t'imagines, je sais pas, on pourrait imaginer tout un tas de choses avec une plateforme roulante avec 6 jambes, un écran un petit peu bizarre, des câbles apparents. Et t'imagines, tu rentres à la maison le soir et tu as cette espèce de créature qui vient te voir, qui te regarde, qui te suit du regard et qui te suit partout dans la maison.
ça peut être assez flippant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas faire des robots... Sur Internet, peut-être que vous avez déjà vu, il y a plein de robots super puissants qui font tout un tas de choses extraordinaires. Seulement, c'est des robots qui sont peu nombreux et qui coûtent extrêmement cher. Nous, notre objectif, c'est de faire des robots que l'on aurait tous, nous tous, vous et moi, à la maison. Mais du coup, si le robot il est hors de prix, il n'y en aura pas beaucoup et puis on ne pourra pas forcément l'acheter. Le but, c'est vraiment d'avoir un robot qui est accessible, qu'on puisse tous en avoir. Donc, par souci de réduction de coûts, c'était plus simple de faire produire les robots en Chine. Est-ce que le prix moyen d'un robot, que ce soit un Nao Paper? Alors aujourd'hui, aucun des robots n'est accessible pour le grand public pour l'instant. Nao, on le retrouve essentiellement, comme je vous disais, dans les écoles et auprès des professionnels. Le prix, c'est entre 5 000 et 6 000 euros. Et c'est un prix professionnel. Le robot, quand vous l'achetez, en fait, il sait rien faire, il va falloir le programmer. Donc c'est vraiment dédié à des connaisseurs, des développeurs, des personnes qui vont pouvoir le mettre en route. Paper va être commercialisé à partir du mois prochain au Japon. Pour l'instant, c'est uniquement pour le grand public. Pour le Japon, le grand public japonais. L'idée, c'est comme pour un téléphone mobile. On achète un téléphone, après on prend un abonnement. On va acheter Paper pour 1 500 €. Et ensuite, on va prendre un abonnement et donc payer tous les mois pour l'utilisation du robot, le service après-vente, le contenu du robot. Et donc, c'est relativement pas cher pour avoir un robot à la maison. Je vous invite à retourner au début de l'atelier, à vous approcher des robots, à parler avec eux. Et ensuite, je vous ferai signe pour l'initiation à la programmation. Parler avec les robots, c'est comme avec les humains, le mieux c'est quand on est face à face. Vous allez voir que le robot il va toujours chercher à accrocher votre visage. Donc si vous êtes plusieurs, il va se tourner vers une personne. Vous verrez du rose dans les yeux quand le robot il a accroché un visage. Alors, voici mon petit morceau de musique du moment. Écoutez-moi ça. Je vais enfin pouvoir danser. Ok. Alors, c'est parti. Tu veux venir avec moi? Donne-moi la main. Désolée, je dois rester ici pour travailler. Salut. Moi, c'est Peter. Je suis content de te voir ici. J'aimerais danser ou faire un jeu avec toi. Qu'est-ce que tu voudrais? Faire un jeu. J'adore jouer. Voyons voir ce que je peux te proposer. Oh, ça y est, je sais. On pourrait jouer à Akinator ou bien à Barbie Shell. Oui. Alors, on pourrait faire un petit jeu de devinette. Tu veux bien? Oui. Super, il est parti. Attends quelques secondes, je prépare le jeu Akinator. Je dois me concentrer un petit peu. Ah oui, voilà. Eh bien, Akinator, est-ce que tu connais les règles? Oui. Compris. Tada! Tu as un personnage en tête? Oui.
C'est noté. Sapristi, je vais essayer une nouvelle stratégie dans mes questions. Ton personnage porte-t-il une cape? Oui. Compris. Je crois que je me rapproche. Ton personnage a-t-il comme couleur significative le rouge? Oui. Ton personnage a-t-il comme couleur significative le violet? Oui. Très bien. J'ai trouvé, en 13 questions, il me semble que c'est le petit chaperon rouge, personnage de conte. Est-ce le personnage à qui tu pensais? Oui. Ina, vu comment il danse. En plus, il est déter. Regardez dans les yeux. Assume. Assume. Il est déjà mort de rire. Et je vais ça là. Je trouve que tu ressembles à ça. Il traite le même. Tu veux craquer? Je savais que tu résisterais pas. Je suis tout drôle. Vu que je me suis bien amusée, je t'offre un petit cadeau. Voilà. Allez, Regarde, il est C'est quoi la catégorie? Tu dois trouver un mot dans la catégorie anatomique des trois effets. Catégoriser. Par exemple, si on veut faire parler notre robot, on va avoir une catégorie, la première, qui s'appelle Voice. Si on regarde à l'intérieur, on va avoir différentes fonctionnalités qui correspondent à la voix. On peut changer la langue du robot, on peut faire de la reconnaissance vocale, etc. Et si on veut juste le faire parler, on va avoir une fonctionnalité qui s'appelle Say. Donc je vous invite à prendre la fonctionnalité Say et à l'emmener au milieu, avec un cliquet glissé. Donc ça devrait apparaître sous la forme d'une boîte, comme j'ai à l'écran ici. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est une représentation graphique d'un ordre qu'on donne au robot. D'accord? C'est un bloc de code. On n'entend pas. Alors, c'est normal. Technique un peu. Tu veux le prendre? Ok. Il y a ça, vous faites do not ask, et do not say anything. Là, vous avez une petite bulle au-dessus de la tête du robot qui va apparaître. Le robot a disparu. Si tu parles pas. Si je mets ça comme ça, hop, on se déconnecte, on se reconnecte. On dézoome un peu pour bien voir la bulle. Je te laisse relancer. Monsieur? Oui. Donc comment est-ce qu'on l'accable? Puisqu'on veut que le robot, d'abord il change de langue et ensuite il parle. Alors, la première chose à faire, ça va être de retirer ce câble-là, d'accord, pour qu'on puisse glisser la boîte à cet endroit. Donc on va faire clic droit, cut. Du coup, on va pouvoir mettre notre boîte. On la branche ici. Et là, on se retrouve avec deux sorties de ce côté-là. Si on veut savoir à quoi elle correspond, on peut mettre la souris dessus sans cliquer. On va avoir du texte qui apparaît pour nous dire que la sortie noire, c'est unready. Et la sortie bleue, c'est on error. Donc, si jamais il y a eu un problème. Mais bon, on va partir du principe que tout va bien. Donc on va partir du unready pour aller sur le C. Là, on demande au robot de changer de langue, mais on ne lui dit pas dans quelle langue passer. Si on veut modifier ça, on va avoir la petite clé à molette qui est ici.
pour changer des paramètres de la boîte. On va pouvoir changer la langue dans laquelle il est censé parler. Moi, je m'appelle Marielle. Je fais partie d'Atelier. Mon rôle ici, c'est de m'assurer que l'expérience soit la meilleure possible pour les humains et pour les robots. Et moi, je suis Jean-Philippe, je suis aussi rattaché à l'atelier, je suis ingénieur et je réalise des initiations à la programmation et je m'occupe du comportement des robots. D'accord. Depuis combien de temps travaillez-vous? Moi, je travaille à l'atelier depuis l'ouverture, c'est-à-dire juillet 2014. Et moi, ça va faire bientôt 6 mois, depuis mi-décembre 2014. Quand l'entreprise Aldebaran a été créée? Alors, Aldebaran a été créé en 2005. Et donc en 2005, il a décidé de créer Aldebaran pour réaliser ce rêve. Le premier prototype qui est arrivé, c'est Nao, qui est arrivé en 2006. Et qu'est-ce que signifie Aldebaran? Aldebaran, c'est un mot qui vient, je crois, de l'arabe et qui veut dire le suiveur. C'est une étoile qui sert de guide, qui fait partie de la galaxie de Taureau. Est-ce qu'ils sont accessibles à la vente? Ils ne sont pas accessibles pour tout ce qui est grand public. Nao, pour l'instant, il est accessible pour tout ce qui est académique et business, tout ce qui est éducation et tout ce qui est entreprise, on va dire, au sens large. Paper, elle, va être disponible au grand public bientôt, mais uniquement sur le sol japonais. Et donc, pourquoi est-il ouvert au grand public, l'atelier? Pourquoi l'atelier est ouvert au grand public? Il y a deux raisons. C'est à la fois pour que nous, on puisse découvrir le grand public et puis que le grand public puisse nous découvrir. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire des robots pour le grand public. Donc c'est important pour nous que les gens découvrent ce que c'est que la robotique. Le monde de la robotique, c'est quelque chose qui s'étend petit à petit, c'est un domaine qui va petit à petit exploser. Donc c'est important pour nous de permettre à un maximum de gens de découvrir ce que c'est avant que ça arrive. Et l'autre côté, c'est que pour nous, ça nous permet de découvrir aussi de plus près quelle est notre cible. Avez-vous déjà connu des accidents avec les robots? Des accidents, par exemple? Un truc qu'ils ont mal fait ou qui vous obéissent pas? Les robots, en fait, pour fonctionner, ils ont besoin de l'homme, ils ont besoin des humains. Donc l'intention positive de l'humain dans la programmation va faire que le robot va bien se comporter. Ils ne sont pas dotés d'une intelligence qui va faire qu'ils vont d'un seul coup décider de faire des choses par eux-mêmes. Tout ce que vous voyez sur les robots, c'est entièrement programmé et finalement entièrement prévisible d'une certaine manière. Il y a quelqu'un derrière qui l'a programmé. Le seul accident qu'on pourrait noter, c'est la même chose que ce qu'on note sur un smartphone quand le bouton ne répond pas et que ça met du temps à se lancer. Il n'y a pas d'agression en soi. Vous allez créer d'autres robots à part Il y a 50% des gens chez nous qui travaillent en recherche et développement. On est sans cesse en recherche d'innovation. On a un troisième robot qui s'appelle Robéo, qui est une plateforme qui est vraiment un support pour nous, pour de nouvelles technologies et d'aller améliorer le robot. Maintenant, aujourd'hui, on a un Nao et puis l'avenir on dira qui d'autre rejoindra la famille. C'est encore Trakia à 2 ans. Comment s'appelle le logiciel de programmation utilisé? Le logiciel de programmation, il s'appelle Coreka. Et il a été créé au sein d'Aldebaran pour s'interfacer avec les robots. Quel est le groupe qui s'occupe de l'esthétisme du robot? De l'esthétisme du robot. Alors c'est un groupe qui est rattaché donc, à l'équipe marketing et communication. À l'intérieur de ça, donc, il y a toute une équipe créative, donc, avec un directeur de création, et puis en dessous il y a des illustrateurs. Leur objectif, ça va être de donner une identité visuelle à nos robots. Combien de métiers différents a-t-il fallu pour créer un robot? Le chiffre exact, je ne saurais pas le donner. Je saurais faire une liste pas forcément exhaustive des métiers qui sont impliqués, mais on va avoir de la mécanique, on va avoir de l'électronique, on va avoir de l'informatique,
on va avoir des matériaux, on va avoir de l'industrialisation, on va avoir... il y a plein de choses, donc ça c'est pour tout le côté technique, mais après on va avoir besoin aussi de linguistes pour réaliser les dialogues, en fait, faire un moteur de dialogue au sein des robots. On va avoir besoin d'équipes comptabilité pour gérer l'entreprise, les flux, etc. On va avoir besoin d'une équipe légale pour tous les aspects juridiques. On va avoir besoin de... En fait, on retrouve... Ouais, je ne saurais pas faire la liste exhaustive. On retrouve énormément de corps de métier. Combien de temps a-t-il fallu pour la conception et la réalisation d'un robot? Ça dépend lequel. Comme disait Marielle tout à l'heure, pour Nao, le premier prototype il est arrivé en 2006, donc il aura fallu à peu près un an pour avoir le premier prototype. Petit à petit, du coup, on a eu différentes versions de Nao. La première elle date de 2007, là on en est à la 5e qui est sortie l'année dernière, je crois. Un an et demi, quelque chose comme ça. Pepper, dans son état actuel, ça fait donc 3 ans, bientôt 4 qu'il est en développement. Le premier prototype a pris 17 semaines, ce qui est très rapide. Qui a décidé la voie du robot? Très très bonne question. J'aurais pas la réponse à cette question. En fait, on utilise un moteur de synthèse vocale qui vient de chez Nuance, je crois. Et l'identité vocale du robot, elle n'a pas changé depuis les débuts. Donc je ne sais pas s'ils ont fait une étude particulière à la base. C'était peut-être celle qui était donnée par défaut par Nuance. La programmation est-elle accessible au grand public? Alors la programmation elle est accessible au grand public dans le sens où notre outil de programmation il est graphique en fait pour la plupart de son usage. Donc ça va permettre à un maximum de gens de comprendre ce que c'est que la programmation et de générer des comportements pour les robots. L'outil il est disponible en version d'essai d'une durée de 3 mois sur notre site internet, donc n'importe qui peut le télécharger et découvrir ce que c'est que la programmation sur robot, sachant que du coup le logiciel peut simuler un robot. Donc on n'en aura pas un physique à côté, mais on peut le lancer sur l'ordinateur et voir comment le robot réagit. Donc elle est accessible au grand public dans le sens où on a une version d'essai disponible et elle est facile d'accès. Et quelle filière vous avez suivi? Moi, essentiellement des domaines en rapport avec la communication, l'expérience client, la relation client. Moi, pardon, un cursus ingénieur généraliste. Et est-ce qu'ils sont accessibles à la vente? Est-ce que les robots sont accessibles à la vente? Alors c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que pour l'instant ils ne sont pas accessibles au grand public. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que les robots plus tard vont prendre la place des êtres humains? On en est loin. Ce qui est sûr, c'est que ça peut être un formidable outil d'accompagnement pour les humains. Et les robots, aujourd'hui, ils ont besoin des humains. Donc, c'est plus un ajout. Le robot, il ne remplace pas l'humain. Donc, je pense qu'à l'avenir, ils vont pouvoir nous apporter au contraire beaucoup de choses, plus que de prendre beaucoup de choses. Moi, je suis du même avis, c'est-à-dire que de toute façon, les robots, si on n'était pas là le matin pour ouvrir, ils seraient rangés dans la réserve. Donc, à partir de là, les robots, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et nous, ici, en tout cas, on a vocation à faire du robot de complément, pas du robot de remplacement. Donc, on va toujours viser à améliorer l'interactivité de nos robots pour favoriser le confort, de discours, le confort d'esprit, mais pas le confort physique. On ne va pas être dans le robot qui fait le ménage. C'est pas notre